Bonsoir, merci d'être bien nombreux. Comme Frédéric vient de le dire, le fait religieux est souvent abordé sous l'angle de la polémique en France, et donc moi je me suis intéressé à essayer de comprendre ce qui se passe, la particularité de notre pays dans ce traitement par les médias du fait religieux. Je voudrais d'abord dire si beaucoup de religions, beaucoup de minorités spirituelles ont à se plaindre de ce traitement médiatique, de cette maltraitance, même je pourrais dire, fréquente. En fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la façon dont les médias travaillent en général, pour tous. Là, je parle par exemple du fait que les médias privilégient ceux qui ne marchent pas à ceux qui marchent. On dit un train qui arrive à l'heure, ça ne fait pas un article. Un train qui n'arrive pas à l'heure, on en fait parfois, ça fait beaucoup de buzz, comme on dit. Donc, ce qui est problème, tout ce qui est quelque part souffrance, le mal entre guillemets, eh bien ça, c'est la matière première finalement du système médiatique. Autre chose, les médias s'intéressent plus à ce qui est nouveau qu'à ce qui perdure depuis longtemps, qui se renouvelle. Dans les écoles de journalisme, on apprend très vite qu'un chien qui mord un homme, bon, c'est classique, c'est banal, ça pourrait faire un petit enfilé. Par contre, un homme qui mord un chien, ça vaut plus d'une émission de télévision. Même plus, parfois. Donc, c'est toutes ces choses-là, forcément, quand c'est appliqué aux religions, ou aux religieux, aux spirituels, ça peut produire des incompréhensions, puisqu'en fait, on ne s'attache pas au fond du problème. Et c'est ça la principale critique, le principal reproche qu'on peut adresser aux médias en général, c'est que le fond des choses n'est pas abordé suffisamment, avec suffisamment de méthode, d'impartialité, de perspicacité, d'attention. Et je dirais que là, ayant pratiqué ce métier donc, de 1975 à 2013, les journalistes ne sont pas des philosophes. Il faut le savoir. Je suis obligé de parler comme ça de mes confrères, mais j'ai même peu de mal parfois avec eux, et je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure, à faire avancer la question de la qualité de l'information et de la régulation des dérives journalistiques, parce que très vite les confrères s'enflamment, prennent position, et habitués qu'ils le sont à critiquer à droite et à gauche, ils sont très très peu portés vers l'introspection. Et ça c'est vraiment un problème, parce que finalement les grands principes journalistiques qui sont souvent affirmés, ils sont peu appliqués, et on verra que ça s'adresse particulièrement au thème de la religion, avec cette idée centrale qui est que, en fait, pour être très caricatural, on se trouve devant le problème de la coexistence entre les croyants et les non-croyants. Et c'est particulièrement vrai en France, pays démocratique, laïque, et qui a une histoire religieuse, de rapport avec le religieux assez mouvementé. Les guerres de religion, les interdictions et autres édits ont laissé des traces, et y compris à l'heure actuelle, on sent qu'il y a toujours une crainte, une méfiance par rapport à ce thème particulier-là de la religion. La clé de tout ça, c'est la qualité du débat public. Et la qualité du débat public passe notamment par la presse. La presse a un énorme rôle à jouer à ce niveau-là, un rôle qu'elle n'assume pas, à mon avis, aujourd'hui. Et je vous dirai dans quelles conditions je me bats pour faire progresser cette idée-là au sein de la profession. Pour ce qui concerne la question des minorités spirituelles, je pense que vous tous déjà être informés du fait qu'en France, nous avons un arsenal juridique, administratif, politique et policier spécifique pour lutter contre elles, contre les minorités spirituelles et thérapeutiques, puisque maintenant les deux sont prises un peu en commun. Vous savez qu'il existe des lois particulières, et des polices particulières, des associations, des instances gouvernementales, une sorte de
de ministère interministériel qui s'appelle la Miviludes, que vous connaissez tous, et qui combat, qui essaye d'endiguer cet essor et cette multiplication des alternatives en soutenant publiquement que ces alternatives sont essentiellement dangereuses, risquées pour la République, malfaisantes, en obtenant l'appui des médias, justement, très facilement à ce sujet-là. Et souvent, donc, la presse, et là on voit un des premiers manquements majeurs dans cette question-là, c'est que la presse ne relate des faits concernant cet aspect-là que quand il y a des démarches donc, des autorités ou de certaines instances qui luttent contre ce qu'on appelle donc, les sectes ou les dérives sectaires, ou quand il y a un fait divers de justice particulier. Et donc, tout l'angle qui est pris par les médias est souvent copié-collé de la position officielle, de la position institutionnelle. Alors, disons qu'en France, on a institutionnalisé le fait qu'une minorité spirituelle est un danger pour la République. Et tout est organisé autour de ça, et la presse, ne réfléchissant pas plus que cela, et je vais vous en donner un exemple très concret, donc soutient les yeux fermés, au lieu d'ouvrir les yeux pour essayer d'analyser la complexité, parce que c'est un sujet complexe en fait, très souvent, hein, même les cas de dérive avérées sont des sujets très complexes qui mériteraient beaucoup d'humilité dans l'approche cognitive, dans le fait déjà de relater ce qui se passe. Or, clairement, la presse française, je parle de la grande presse, je ne parle pas des blogs qui peuvent exister ou des sites alternatifs, mais la presse française est réellement partiale et donc va dans le sens toujours du dénigrement. Et vous avez, par exemple, cette semaine, une association qui s'appelle le CCMM, hein, le Centre contre les manipulations mentales, qui a fait une campagne de communication pour prévenir les malades, les patients, que si on leur propose des alternatives aux thérapies offertes par la médecine conventionnelle, eh ben, il y a un grand danger parce que ce sont des charlatans et des gourous. C'est des mots qui sont employés pour parler des médecines douces, en fait, et des thérapies alternatives. Donc, cette campagne a été reproduite mot à mot, avec interview des personnalités du CCMN, de la Miviludes, etc., de tous ceux qui ont à dire, et tous ceux qui luttent pour empêcher cette émergence. Alors, c'est très ennuyeux parce qu'en fait, dans ces alternatives, ben, il peut y avoir des charlatans, bien sûr, il peut y avoir des gourous, mais il y en a aussi dans la médecine conventionnelle. Il y a aussi les médecins qui font passer l'intérêt personnel ou le lucre avant l'intérêt du malade ou le bien public. Ça arrive dans tous les métiers, dans toutes les activités, mais on ne fait pas la part des choses. Donc je voudrais vous présenter un cas concret assez intéressant, donc qui illustre bien ce qui se passe en France. Un député français qui s'appelle Rudy Sall a été nommé rapporteur d'un dossier sur la protection de l'enfance par rapport aux dérives sectaires. Il a été nommé à ce titre au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce n'est pas le Parlement européen, c'est le Conseil de l'Europe, c'est beaucoup plus de pays. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le nombre exactement. 47. 47 ouais, bravo. Donc le titre exact, c'est la protection des mineurs contre les excès des sectes. Déjà, on sait que le mot secte n'est pas défini juridiquement, mais bon, ça fait rien. Personne n'a posé de questions. Cet homme-là, qui est en fait quelqu'un qui est soutenu par la Miviludes, par les associations anti-sectes et qui fait partie de ce petit cercle de gens très influents en France qui sont infiltrés partout. Infiltrés, vous voyez à quoi je fais référence. Et l'idée de ce monsieur, c'était de créer à l'échelle européenne un observatoire européen sur les sectes, en fait une Miviludes européenne.
Il voulait convaincre ses partenaires européens autour d'un consensus pour dire, ben voilà, c'est très dangereux, il y a plein de méchants charlatans gourous qui essaient d'orienter nos enfants et de les dévoyer pour faire passer leur message et piquer le sou de leurs parents, par exemple. Or, au niveau du Conseil d'Europe, on n'est pas en France. On n'est pas dans le Parlement français, on n'est pas dans le milieu politique français, on est dans un milieu européen où la diversité des opinions est une valeur centrale. Donc l'Assemblée a modifié la résolution de ce rapporteur français et surtout elle a rejeté sa recommandation de créer une Ligue européenne. Donc voilà, l'Europe fait barrage à la volonté française d'exporter sa vision très, très négative et répressive de la diversité intellectuelle et spirituelle. Et donc, je vais vous lire la résolution qu'a finalement adoptée cette Assemblée. Nous recommandons le respect du droit de l'enfant et des parents à la liberté de religion ou de croyance. Nous condamnons fermement toute discrimination. L'Assemblée invite les États membres à veiller à ce qu'aucune discrimination ne soit tolérée sur la base que le mouvement serait considéré comme une secte ou pas, qu'aucune distinction ne soit faite entre les religions traditionnelles et les mouvements religieux non traditionnels, les nouveaux mouvements religieux ou les sectes entre guillemets, dès lors qu'il s'agit de l'application du droit civil ou pénal. Voilà. La France voulait le contraire. Les Européens ont dit, oh, ici, pas en France, ici, voilà, on veut de la diversité, on ne discrimine pas a priori. C'est la première fois en 20 ans de lutte contre les sectes, d'une politique française de lutte contre les sectes, qu'un coup d'arrêt est apporté et que c'est un événement quand même, c'est un événement politique majeur, social. Et ça aurait pu être un événement médiatique. C'était un flop complet, blackout. Aucun journal, aucun média français n'a donné l'information. Sauf Ouverture, mais Ouverture, forcément, lui s'intéresse à ce qui sort des clous. Donc, blackout total. Et il s'est passé un peu la même chose. J'ouvre une petite parenthèse. Il y avait eu il y avait une commission parlementaire dérives sectaires et santé. Là aussi, c'est des choses très importantes. On touche aux libertés fondamentales. Dans le domaine de la santé, c'est très important aussi de savoir comment on gère les nouvelles thérapies, ces nouveaux venus sur le monde de la santé. Eh bien, il y a eu une commission, c'est très récente, dérives sectaires et santé, et il y a eu un événement politique majeur, puisque c'est la première fois que ça arrivait en France. Le parti Europe Écologie Les Verts n'a pas voté le rapport. Alors que jusqu'à présent, systématiquement, et c'était une grande fierté des responsables anti-sectes, c'était de dire, mais nous on a un consensus total en France sur la question. Tout le monde est contre les sectes. Et donc il n'y a pas de débat. En France c'est clair. C'est partagé droite, gauche, milieu, centre, dessous, dessus, tout le monde est contre. Or, le parti Les Verts s'était abstenu. Pas un seul article. Il y en a eu dans le The Economist, il y en a eu dans d'autres magazines de journaux européens, mais en France, rien. Donc, là, on se dit, le traitement médiatique, quand même, il pêche. La première raison est évidente, c'est que c'est une décision politique. Et là, je reviens au Conseil de l'Europe. C'est une première qui les dérange, les médias, puisqu'ils sont habitués à toujours dire, à toujours soutenir la politique de la France. Puis là, ils se trouvent vraiment remis en question. Donc, ils sont très perturbés. Même s'ils avaient déjà l'habitude d'être critiqués, puisque le département d'État américain fait tous les ans un bilan de la liberté religieuse et de conscience dans le monde, dans lequel la France est régulièrement épinglée. Mais on pouvait se dire, oui, mais ça, c'est les Américains, c'est des grands naïfs, c'est des grands enfants, ils admettent tout et n'importe quoi. Nous, on est lucides et conscients. En France, on sait que les alternatives sont animées par des malfaisants et des gourous et des charlatans, et que donc, nous, on est
pas né de la dernière pluie, et donc on ne s'inquiète pas de ce qui se passe au niveau des États-Unis. Oui, mais là, c'est l'Europe, et c'est une décision politique, c'est autre chose. Donc c'était un événement majeur. Et ça, aucun journal ne rapporte ça aux citoyens. C'est pourtant, c'est des choses qui devraient quand même les intéresser parce que ça les concerne. Alors là, je vais vous lire aussi une autre pièce intéressante. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, je milite depuis déjà longtemps pour une plus grande qualité de l'information dans les médias. Pas simplement par rapport aux faits religieux, mais de façon générale. Et en 2006, j'ai fondé avec un ancien rédacteur en chef du journal Le Monde, une association qui s'appelle APCP, Association de préfiguration d'un conseil de presse. Un conseil de presse, qu'est-ce que c'est? C'est une instance, qui peut être une association la plupart du temps, qui rassemble les éditeurs de presse, les journalistes, et la plupart du temps, pas dans tous, mais dans une grande majorité de cas, des représentants du citoyen, du public. Donc, des gens qui viennent, donc au sein d'une association, recueillir les plaintes du public, des personnes, des groupes, qu'importe, concernant la façon dont les médias travaillent. Et ce conseil de presse, après avoir analysé les plaintes, après avoir investigué, demandé des questions, des justifications aux journalistes, aux médias, etc., il publie un avis. Et c'est cet avis qui représente la sanction médiatique, mais une sanction concernant le travail du journaliste. Ces conseils de presse, il y en a plus d'une centaine de par le monde. Ils existent dans la plupart des pays européens, pas en France. Ah bon? Il n'y en a pas en France. Depuis, moi, je milite pour la création en France, mais c'est un débat qui est quand même intéressant pour le citoyen, d'avoir un organisme indépendant du pouvoir qui vient analyser et sanctionner le travail des médias. Et puisque les médias n'en veulent pas, ils n'en parlent pas. Et donc vous n'êtes pas au courant. Et la boucle est bouclée. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est un problème qui ne peut pas être résolu par les médias. Et moi, petit média que je suis, je parle de ça, mais j'ai pas de puissance au niveau de l'impact médiatique. Mais en fait, j'existe quand même. L'association maintenant existe. Il faut dire que depuis 2006, nous avons progressé. Nous avons donc nous avons conçu un projet de conseil de presse, et nous sommes allés voir nos confrères, nous sommes allés voir les éditeurs, nous sommes allés voir les élus au niveau national, au niveau local, nous sommes allés voir les associations de consommateurs, nous sommes allés voir des sociologues, des juristes, etc. Et petit à petit, l'idée commence à prendre forme, puisque dans le même temps, toutes les analyses montrent que la famille médiatique a perdu de sa crédibilité énormément, puisque dans les sondages qui analysent l'image des différents métiers au sein de la population française, le journaliste est juste avant l'homme politique. Lui est dernier. Donc c'est quand même très embêtant. Les journalistes sont quand même maintenant conscients qu'ils ont un problème d'image. Et donc ils commencent à nous écouter d'une oreille un petit peu différente. Donc le syndicat national des journalistes, c'est une information quand même importante, a adopté l'idée. Donc elle soutient désormais notre projet. Donc, mais il y a un énorme travail à faire parce que, au fond, les journalistes ont peur de cette tierce partie qui viendrait s'interposer entre eux et le lecteur, entre vous et eux. Et le principal argument qu'ils mettent en avant, c'est de dire, vous risquez d'atteindre notre liberté d'expression. Et la liberté sans responsabilité, c'est ce que nous leur répondons, c'est pas une liberté démocratique, c'est pas comme cela que nous entendons les choses. Donc il faut assumer maintenant la responsabilité. Alors, on avance aussi au point de vue du gouvernement, puisque nous avons réussi à déclencher un rapport sur la question d'un conseil de presse en France. Faut-il ou non un conseil de presse en France? Donc le ministère de la Culture et de la Communication, qui est la tutelle des médias, a pondu en début d'année un rapport qui a été mené par Madame Sirinelli sur la question.
et qui est une très très bonne photographie de la situation, puisqu'elle montre qu'en fait que c'est nécessaire mais que personne n'en veut. Et qu'elle dit mais bon, il y a quand même un petit mouvement, un petit intérêt, et que il faut voir. En tout cas, le gouvernement ne va pas mettre la main là-dedans, parce qu'on ne veut pas se mettre les médias à dos, c'est clair. Les éditeurs, ils n'en veulent pas parce qu'ils disent moi, la déontologie c'est mon affaire. C'est comme un individu dit t'as pas de leçon de morale à me donner. Mais malheureusement, le média, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, en fait l'information c'est un bien public, c'est un bien collectif, puisque c'est une connaissance sur l'actualité qui est partagée par l'ensemble de la société. Donc il y a une notion cognitive, il y a une notion sociétale, une notion politique de l'information qui fait que l'information est un bien qui dépasse le titre producteur de l'information elle-même. Il y a un enjeu sociétal là-dedans. Et cet enjeu sociétal, les médias n'en parlent jamais. Un autre fait positif, à la suite de notre association, il y a l'Observatoire de la déontologie de l'information qui a été créé, issu donc de la PCP, et qui regroupe des journalistes, des sociologues, des juristes et des citoyens lambda, et qui tous les ans rend un rapport sur les dérives médiatiques. Mais pour que cela puisse se faire, vous imaginez bien qu'il n'y a pas un seul nom de média dans ce rapport. Par contre, on présente tout un tas de cas concrets. Les analyses sont très pertinentes parce que mes confrères sont très renseignés sur la façon dont se produit l'information. Donc je vous invite à vous intéresser à ces deux rapports, le rapport de l'année dernière et le rapport de cette année. Et on a beaucoup de mal en fait à faire passer cette question de la qualité du débat public à travers les informations produites par les médias au niveau des grands médias. Alors, pourquoi je vous parlais de tout ça? Parce que au sein de cette instance, il me semblait, puisque je suis cofondateur de la PCP, il me semblait normal qu'au sein de cette association, la question des minorités spirituelles et thérapeutiques puisse être abordée. Et donc j'ai commencé à évoquer ces choses-là, et j'ai profité du fait que, après le rapport de M. Rudissa dont je vous ai parlé, aucun média n'a parlé de cet événement majeur. J'ai fait un petit mail dans notre liste de discussion en disant écoutez, là je vois que là il y a un fait, c'est un cas concret, ça me paraît quand même curieux qu'aucun confrère, aucun journaliste, aucun média n'aborde la question. Et il y a eu toute une discussion, qu'est-ce que je n'étais pas allé soulever là, toute une discussion, en fait, de comment tu soutiens les sectes, etc. Ça va pas, tu sais très bien que c'est mauvais, tu es de mauvaise foi, enfin. Je n'ai eu que des réponses négatives. Je dis mais non, je ne me place pas sur, je ne suis pas soutien des sectes ou pas des sectes, je me place sur un point de vue déontologique. Est-ce que médiatiquement, le journaliste devant un fait controversé est tenu, oui ou non, de prendre l'avis des uns et des autres et de donner au public les éléments qu'il a recueillis pour que lui-même puisse se faire son idée? Est-ce que c'est ça, ou pas, dont on débat? Ah oui, mais les sectes, etc. etc. C'est allé loin, et j'ai eu un éclairage intéressant que je vais vous livrer, parce que c'est quand même, vous pouvez évidemment bien comprendre que ce n'est pas par mes confrères que vous aurez cette information. J'ai eu dans la liste une journaliste qui travaille dans un grand groupe télévisuel public. Je ne la nommerai pas puisque la correspondance est d'ordre privé, mais je peux vous livrer la teneur de l'information. Alors, elle dit, voilà, que je souhaite apporter un éclairage sur la démarche de Rudissa quant à la liberté de conscience, puisque c'est à partir de là que j'avais motivé mon questionnement. Pour cela, je suggère de prendre de la hauteur, de façon factuelle et impartiale. Faire une démarche impartiale pour analyser le problème. Vous allez voir en quoi consiste son impartialité. En allant du côté des instances européennes. En effet, concernant les dérives sectaires et la liberté de conscience, il est bon de rappeler la position du Conseil de l'Europe, où Rudissa est membre suppléant à la délégation française à l'Assemblée parlementaire. L'ensemble de la stratégie européenne vise à imposer sur le continent des règles anglo-saxonnes fondées sur le multiculturalisme, donc contraires à l'universalisme républicain. Entre parenthèses,
adoption de valeurs communes et non-développement séparé de soi-disant minorités. Quel potard. Et oui, c'est un argument qui imprègne la mentalité française. Les positions du Conseil de l'Europe englobent une liberté spirituelle sans contour ni limite autre que la perturbation de l'ordre public. À cause des guerres de religion qui ont empoisonné son histoire, la France a l'une des législations anti-sectes les plus protectrices du monde. L'Europe actuelle veut l'éradiquer. Au fil de décennies de procès, de commissions d'enquête et d'instances de lutte contre les sectes comme la Mivilude, la France est parvenue à un consensus interne, ce qui est faux, sur la définition de ce qu'est une dérive sectaire. Si un nouveau débat mérite d'être ouvert, c'est bien celui sur la dérive anglo-saxonne des institutions européennes, qui risque de mettre à nouveau le continent à feu et à sang. Mais ça, c'est très révélateur de ce que pense une majorité de mes confrères. Donc comment aborder la question de la diversité spirituelle, intellectuelle et thérapeutique dans ce contexte-là? Trois commentaires. C'est amusant mais inquiétant aussi de voir que la journaliste croit prendre de la hauteur de façon factuelle et impartiale alors qu'elle prend nettement parti. Mais il faut dire que donc dans la lutte, dans le traitement médiatique des faits religieux, que ce soit des religions ou des minorités spirituelles, les journalistes ont une parfaite bonne conscience. On est dans un pays des siècles de lumière, on a une liberté de penser, et donc tout ça, c'est l'illusion et des falabrodènes avec des charlatans derrière. Donc on a raison d'être content. La journaliste, en plus, elle ne connaît pas du tout le dossier. Ça n'empêche pas de prendre une position radicale d'hostilité sur cette question. Et ça a été confirmé par les autres confrères. J'ai discuté avec un médiateur aussi, un journaliste médiateur d'un gros groupe de radio-télévision, qui me disait, alors que je lui donnais des arguments à chaque fois qu'il répondait, je lui répondais, et à la fin il dit, de toute façon je ne connais pas la question, et tant mieux si c'est ce que tu crois. Mais il dit, mais tu connais rien à la question et tu prends des positions pareilles, au poste où tu es. Comment peux-tu être un médiateur si tu es forcément contre et que tu ne connais rien? Et donc voilà, là vous avez un schéma donc, que la question des minorités permet d'éclairer de façon très très concrète le schéma, la façon de penser des médias français, qui fait que cette question-là, c'est une question polémique, épineuse, dangereuse, et que nous, on fonctionne, nous, médias, pour protéger le faible et l'orphelin, protéger le bon public qui risque d'être manipulé. Donc notre mission, c'est forcément de lutter contre l'émergence de cette diversité. Voilà. Merci, maman.